Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode qui est un épisode un peu spécial que j'enregistre quelques jours après mes 36 ans et j'avais envie de vous faire un cadeau tout simplement pour vous partager 36 leçons de sagesse après ces 36 années sur Terre. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je me suis rendu compte que chaque fois que je partageais mon parcours, ça inspirait énormément les gens. Je l'ai fait justement il y a quelques jours à travers un post sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes m'ont remercié. Et puis, c'est aussi avec la connaissance de mon Human Design que je cesse d'approfondir chaque mois, chaque année. Je suis un profil 4-6 et les vertus d'une personne qui a un 6 dans son profil, c'est justement de partager la sagesse de son expérience de vie. Donc ici, je ne vais pas vous partager des choses que j'ai appris dans des livres ou autres, mais simplement vous partager des choses qui résonnent avec mon parcours, avec mon chemin, et vous prenez ce qui fait sens pour vous ou pas. Comme toujours, vous restez dans votre souveraineté et avec votre esprit critique. Et puis, je serais aussi ravie de recevoir les messages via les réseaux sociaux ou par email de ce qui résonne pour vous, en fait, de ce qui vous aura inspiré, parce que c'est parfois l'effet, comment dire, l'effet mystérieux des podcasts, c'est que je vois le nombre d'écoutes à chaque épisode, mais je ne vois pas qui m'écoute et comment ça résonne pour vous. Donc si vous avez envie, si ça fait sens pour vous de prendre quelques secondes, ce sera une immense joie parce que moi aussi, en fait, ça m'inspire de recevoir vos retours par rapport à vos parcours et ce qui résonne pour vous. Voilà. Donc c'est parti, 36 leçons de sagesse. La première, c'est « Je suis un être alchimique ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que la plus grande résistance que l'être humain a, c'est la résistance au changement, c'est sa sortie de confort, c'est accepter là où la vie veut nous amener et prendre conscience que j'étais un être alchimique et qu'il y aurait énormément de transformations et de changements chaque année et dans chacun de mes cycles de vie. Ça m'aide à être en paix avec tous les changements que la vie m'aide à implémenter et m'invite à implémenter, en fait. Je vous dis ça parce que bien sûr, en fait, il y a des choses, des objectifs de vie qu'on se donne et qu'on arrive à matérialiser. Et en même temps, je suis profondément convaincue qu'on est aussi une forme d'instrument pour la vie et qu'elle nous guide et qu'elle sait souvent mieux le chemin que nous et qu'on a juste à suivre les étapes qui nous sont indiquées pour trouver les endroits qui sont plus justes au-delà de ce que nous, on avait pu espérer ou projeter. Et je suis un être alchimique, donc c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi parce que la vision de l'alchimie, c'est pour moi la vision de ce que chaque âme est censée vivre sur Terre. Aujourd'hui, dans cette période si particulière où on vient vivre une fin de double cycle astrologique, un de 25 000 ans et un d'environ 12 000 ans. Et donc, il y a cette période très charnière avec justement énormément de changements. La Terre est elle-même dans un énorme processus alchimique. Et donc, bien sûr, on est comme la même marmite et on est tous confrontés à une énorme alchimie, c'est-à-dire énormément d'ombres qui ressortent au plan collectif, au plan karmique, au plan individuel, au plan transgénérationnel, au plan de nos émotions. Et tout le sujet de l'alchimie, c'est de savoir comment on transmute ça en lumière. Qu'est-ce qu'on fait en fait des épreuves de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait des émotions qui peuvent être plus challengeantes que d'autres? Et comment on fait de ça des pépites? Comment on transmute les pépins en pépites?
Donc pour moi, la vision alchimique, c'est la vision de mon art, de l'accompagnement, quels que soient les formats que je propose. C'est la vision que j'ai pour moi, même si parfois, comme tout le monde, j'ai des moments challengeants et je suis dans le challenge, dans la machine à laver. Et en même temps, je garde toujours un regard un peu au-dessus et je me dis, ok, en fait, quelle est la leçon de ce que je vis? Quel est le cadeau caché? Comment je peux avoir de la gratitude pour ça? Voilà, donc ça c'était ma première leçon qui est en plus amplifiée pour les personnes qui s'y connaissent un peu en astrologie par le fait que moi j'ai une lune en scorpion et donc qui est vraiment, vraiment, vraiment l'incarnation d'une alchimie intérieure dans ses émotions, dans son être intérieur, dans son intériorité. Ça amplifie cette tendance à l'alchimie chez moi. La leçon numéro 2, c'est d'accepter pleinement qui je suis et notamment mon mode d'emploi énergétique avec le Human Design. Le Human Design, si vous ne connaissez pas, c'est une science qui existe sur Terre depuis 1987. Elle a été canalisée par Raoult. Et c'est une science qui est un mix issu notamment de l'astrologie, des enseignements de la Kabbale, du Yiking, de la physique quantique, etc. Et elle définit pour chaque personne un mode d'emploi énergétique très précis. Et donc j'ai compris en suivant le Human Design que je suis manifestor et qui implique, en fait, ça implique que j'ai un mode d'emploi bien spécifique et que du coup, je n'ai plus besoin de me comparer. Quand j'étais avocate d'affaires, souvent je me disais, mais en fait, j'ai l'air de fonctionner quand même très très différemment de la majorité des gens. Et en fait, j'ai compris récemment, il y a quelques années, en 2020, grâce à une amie, qu'en fait, j'ai plus à me comparer. J'ai plus besoin de me demander pourquoi je suis pas exactement dans le même mode d'emploi énergétique que d'autres. Pourquoi, pour moi, c'est important d'avoir des phases de repos comme tout le monde, mais peut-être encore plus que tout le monde. Pourquoi j'ai un énorme, énorme sentiment de liberté, comme tout le monde, mais peut-être aussi un peu plus que tout le monde. Et ça m'a aidé à comprendre aussi ce que la vie attendait de moi, c'est-à-dire que je suis un être visionnaire, je suis là pour déranger, je suis là pour incarner un degré de liberté nouveau sur Terre, et je suis là pour créer des choses qui n'existent pas encore sur Terre. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Human Design, il y a plusieurs ateliers qui sont offerts sur ma chaîne YouTube pour vous imprégner un petit peu du Human Design. Et bien sûr, c'est un outil avec lequel j'accompagne toutes les personnes que j'accompagne, notamment dans The Shamanic Business Academy, qui est mon programme signature, où j'utilise le Human Design pour aider les entrepreneurs à créer un business model, donc une structure de modèle d'affaires qui est sur mesure en fonction de leur Human Design. Et on peut voir en fait dans le Human Design énormément de choses au plan du marketing, au plan du format des offres qui sont adaptées, au plan de l'énergie, au plan de est-ce que c'est pertinent de déléguer, etc., etc. C'est super intéressant et ça m'aide à aussi faire le tri dans les conseils qu'on peut recevoir parfois de mentors business qui disent des choses qui sont applicables, mais en général pour d'autres types de modes d'emploi énergétique que le mien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le Human Design, moi ça a été une des découvertes principales des dernières années et ça m'aide vraiment à assumer qui je suis, à assumer mon unicité en me libérant de la comparaison et du jugement que je peux avoir si je me compare aux autres. Troisième leçon de sagesse. Apprendre à être entrepreneuse, c'est la meilleure idée de ma vie. Pourquoi ? Parce que justement, être entrepreneuse, ça m'aide à être à l'écoute de mon rythme naturel, qui est celui du manifestor, et de créer un degré de liberté que j'aurais jamais pu créer autrement. Bien sûr, c'est une responsabilité, bien sûr, c'est un challenge, et en même temps, voilà, ça me permet de connecter à un chemin de souveraineté qui est unique. Et puis, ça me permet de créer une vie sur mesure pour moi, notamment en termes de liberté géographique, en termes de créativité, en termes de la façon dont je souhaite accompagner les personnes que j'accompagne, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un défi extraordinaire, c'est une chance extraordinaire, c'est un chemin alchimique extraordinaire, c'est un chemin de développement personnel extraordinaire. Mais apprendre à être entrepreneuse, ça a été très clairement la meilleure décision de ma vie. Quatrième leçon de sagesse, me questionner et challenger en continu ma relation à l'argent et à l'abondance. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que même si moi je suis née dans un milieu où on n'a jamais trop critiqué les gens riches, etc., je suis quand même issue au plan transgénérationnel de lignées qui ont vécu des manques, qui sont issues plutôt de milieux très très populaires. Et donc,
me questionner sur ma relation à l'argent, sur ma capacité à le recevoir, sur ma capacité à être un bon contenant pour l'argent, sur ma capacité à vendre, à savoir vendre mes services, tout en étant décorrélée de toute blessure qu'on peut avoir, hein, les blessures de rejet, etc. C'est fondamental pour moi et me connecter à la gratitude, me connecter à ce que je reçois aussi en nature, parce que pour moi, la notion d'argent, c'est aussi la notion d'abondance de ce qu'on reçoit en nature, au-delà de ce qu'on reçoit au plan financier. Donc me questionner sur l'argent et renforcer ma relation à l'argent en prenant conscience de chaque flux financier qu'il y a dans ma vie ou de chaque flux d'abondance qu'il y a dans ma vie. C'est quelque chose qui m'aide énormément. J'ai créé un tableau sur mesure pour les accompagnants que j'aide et que j'accompagne dans mon programme signature qui permet justement d'avoir un tableau de suivi très 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 précis de chaque flux financier dans notre vie et dans notre entreprise. Et ça fait partie des outils qui sont rentrés dans ma vie depuis 1 an et qui m'aident à avoir énormément de clarté sur ce qui rentre, ce qui sort, comment je peux ajuster les entrées et les sorties d'argent d'une semaine à l'autre, quel montant je vais pouvoir épargner ce mois-ci, quel montant je décide d'épargner sur 1 an, à quel moment j'atteins mon objectif dans l'année, est-ce que je peux augmenter mon objectif au fur et à mesure de l'année, etc. Enfin, c'est passionnant, ça m'aide énormément et ça me donne de la clarté en fait sur ce que je veux dans ma vie et quand est-ce que ça va être possible. Leçon de vie numéro 5, honorer et guérir mon enfant intérieur. Alors ça, c'est un sujet que j'évoque depuis très longtemps, depuis de très nombreuses années, parce que ça a été le grand déclic de mon chemin de guérison et de mon chemin en thérapie, notamment en thérapie en individuel. Pour moi, c'est quasiment le chantier que vit l'humanité aujourd'hui, c'est la guérison des traumas, c'est la guérison de cet enfant intérieur. Et se reconnecter à lui, en assumant qu'il a besoin d'être soutenu dans son chemin de guérison pour transmuter les traumas, qu'il a besoin d'être écouté parce que c'est aussi lui le garant de nos rêves. Ça a été fondamental. Donc moi j'ai beaucoup pratiqué de méditation de reconnexion à mon enfant intérieur. J'ai beaucoup été accompagnée sur ce sujet par différents coachs et thérapeutes et je continue de le faire parce que c'est là où se trouvent toutes les clés de guérison de nos mécanismes d'auto-sabotage, toutes les clés de notre souveraineté aussi, parce que c'est quand cet enfant est guéri et qu'il a retrouvé une forme de sécurité intérieure que l'on peut questionner sa relation à l'autorité, que l'on peut questionner aussi le patrimoine qu'on a pu recevoir de nos lignées et faire le tri, je dirais, entre le bon grain et l'ivraie. Donc voilà, pour moi, ce chantier, si vous ne l'avez pas encore fait, je crois que la vie vous y invite chaudement, fortement, depuis probablement 2-3 ans. Et je vous invite à contacter un thérapeute sur recommandation. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus juste. À poser l'intention d'être accompagné par la personne la plus juste pour vous et voir ce qui arrive dans la vie. Moi, je conseille souvent, en fonction de ce que les personnes me disent, un ou 2 thérapeutes qui ont été phares pour moi dans ma vie. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi m'écrire un message privé et je pourrais vous recommander 1 ou 2 personnes si c'est un appel que vous ressentez de faire ce chemin, d'aller guérir votre enfant intérieur. Ce sera le plus beau cadeau que vous vous ferez dans cette vie. Et puis surtout, ce sera le plus gros cadeau que vous ferez pour vos enfants ou pour les personnes qui arriveront dans votre lignée à l'avenir. Et puis surtout pour libérer aussi vos ancêtres. Parce que sur un plan énergétique, on est encore tous liés et d'une certaine façon, on est encore tous vivants sur un autre plan. Et du coup, ça m'amène à la clé numéro 6. Nourrir mon esprit critique envers mon éducation, envers la vie, envers le système dans lequel on vit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'observe que c'est ce qui manque le plus aux gens au quotidien. Par exemple, pour prendre un exemple, là, je suis actuellement depuis 2-3 jours dans une maison de famille et j'observe que malgré tout ce que j'ai pu dire, il y a toujours des personnes qui utilisent ici, par exemple, un micro-ondes, alors qu'on sait complètement aujourd'hui que c'est complètement toxique. Donc voilà, pour moi, avoir un esprit critique sur ce que nous apporte le système et qu'on sait qui est bon pour nous et clairement ce qui n'est pas bon pour nous. Et me renseigner, me former, ressentir à l'intérieur de moi ce que je sens qui a l'air d'être juste, renforcer mon esprit critique, y compris envers des accompagnants, y compris envers des enseignants, c'est fondamental. Et ça a été aussi des expériences que j'ai vécues ces dernières semaines où en fait j'ai voulu aller à des formations ou à des stages et je me suis rendu compte que c'était encore des personnes qui étaient vraiment dans une posture de gourou, d'enseignant, qui faisaient pas du tout la place aux personnes qui étaient en tant que participants. Il n'y avait pas de notion de médecine du cercle. Il y avait vraiment cette notion de je sais et vous m'écoutez. Voilà, pour moi, tout ça, ça fait aussi partie de l'esprit critique et de ce que je ne veux pas expérimenter.
ou plus, en tout cas à l'avenir. Donc reprendre mon pouvoir dans tous les domaines de ma vie, notamment en termes de santé, en termes de finances, professionnellement, d'où l'entrepreneuriat notamment, et aussi tout simplement dans les espaces que j'expérimente. La clé numéro 7, du coup, c'est faire des choix souverains. Donc c'est libre, c'est directement lié en fait à la clé numéro 6, mais c'est en ayant un esprit critique sur les choses que je m'autorise à faire des choix souverains. Pour moi, ça a été par exemple prendre des positions radicales par rapport à ce qui s'est passé en France en 2020-2021. Mais c'est aussi faire des choix souverains en termes d'entrepreneuriat. Faire des choix souverains par rapport à mes clients. Accepter que certaines personnes, je ne peux pas les aider et je vais leur recommander d'autres personnes qui sont plus justes pour elles. Faire des choix souverains, c'est savoir dire non quand je sens qu'il y a une relation qui n'est pas à sa juste place dans ma vie. Faire des choix souverains, c'est aussi honorer mes priorités et accepter de dire non à des choses qui ne font pas partie de mes priorités. Tout ça pour moi, c'est de faire des choix souverains et c'est honorer l'appel de mon âme. La clé numéro 8, devenir créatrice grâce notamment à l'outil du coaching. L'outil du coaching, ça a été une révolution dans ma vie. Je l'ai expérimenté grâce à une thérapeute qui m'a accompagnée, puis grâce à un thérapeute aussi qui m'a accompagnée, et surtout grâce à une coach qui m'a suivie dans le cadre d'un bilan de compétences pour m'aider à créer un processus de reconversion professionnelle de mon parcours d'avocate d'affaires à un parcours d'accompagnante. Et le coaching, je trouve, c'est le seul outil qui révèle les gens à leur plein potentiel, qui révèle les gens à la voix de leur âme, à leurs rêves, à la petite voix de leur enfant intérieur. Je trouve que c'est un outil profondément magique. Et bien sûr, après avoir expérimenté ces trois accompagnements, j'ai choisi de me former au coaching en 2020. Et ça a été une révolution pour moi et c'est une posture de vie. Hein. Beaucoup de gens que je croise me disent « Ah mais Annelise, tu poses énormément de questions. » Mais parce qu'en fait, d'une certaine façon, je garde toujours une part de mon cœur qui est comme un coach et qui est extrêmement curieuse de rencontrer des personnes et de leur montrer ce que je vois en elles. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'une personne puisse faire à quelqu'un d'autre, c'est voir en elle ce qui est possible que l'autre ne voit pas, parce qu'on a besoin de l'autre pour se révéler à soi. La clé de sagesse numéro 9, accepter la vision spirituelle de la vie. Alors ça, pour être très sincère avec vous, je pense que ça a été le plus gros morceau pour moi de ces dernières années. Sachez que donc là, en numérologie, je clôture un cycle 29-36, des cycles de 7 ans, qui sont des cycles saturniens, et qui sont donc des cycles d'enseignement de la vie. Et clairement, à 29 ans, je ne croyais pas du tout en quelconque notion de spiritualité de la vie. On était venu peut-être me tester à la début de ma vingtaine, mais ça avait été trop stressant pour moi en fait d'envisager ces notions-là, et j'avais vraiment posé l'intention de refermer la porte et de ne plus en entendre parler. Et bien sûr, au moment de mon retour de Saturne, donc aux alentours de 29 ans et demi, la vie est venue me chercher, notamment pendant ma trentaine, pour me montrer que, en tout cas dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu, notamment à travers des cérémonies chamaniques qui ont été très fortes pour moi et que la vie m'a amenée dans le cadre d'un chemin de guérison. Je vous invite à écouter les premiers épisodes sur mon parcours de guérison et mon parcours de vie pour comprendre un peu plus de quoi je parle. Mais voilà, au cours de cérémonies chamaniques, j'ai vraiment connecté au fait qu'on avait une âme. C'était une évidence, même si j'ai mis plusieurs semaines, plusieurs mois même à accepter cette réalité. Et que donc, j'étais OK de faire mienne la notion de réincarnation, que transmettre la plupart des civilisations ancestrales, que ça donnait aussi d'une certaine façon un sens à ce parcours que l'on vit ici sur Terre. Donc accepter cette vision spirituelle, c'est quelque chose qui a été un vrai chemin pour moi, parce que je m'en étais, je pense, totalement déconnectée après quelques années de vie. Je pense que souvent, en tant qu'enfant, on se souvient d'une forme de connexion, d'une forme de spiritualité, d'une forme de reliance à la nature. En tout cas, pour moi, ça a été très très vite effacé au bout de quelques années, et donc ça a été une vraie reconnexion d'accepter cette vision spirituelle. Et du coup, ça me permet de faire une transition avec la clé numéro 10, qui est intégrer le chamanisme comme philosophie de vie. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce que le chamanisme pour moi. Pour moi, le chamanisme, c'est tout simplement replacer l'être humain au centre d'un écosystème dans lequel il est à la place égale avec d'autres choses comme la nature, comme la terre, le ciel, les ancêtres, les animaux, les minéraux,
les esprits, etc., etc. Donc pour moi, tout simplement, le chamanisme, c'est ramener l'être humain au cœur d'une roue de vie et ramener aussi l'être humain dans son cœur à l'énergie d'amour. Parce que pour moi, pour être très sincère avec vous, le chamanisme, c'est tout simplement la première source, les premiers enseignements de guérison dans le monde, hein, quelles que soient les traditions ancestrales. Et donc, c'est tout simplement les premières formes de médecine énergétique avec les plantes naturelles, etc. Et les premières formes de médecine de reconnexion à l'énergie d'auto-guérison de chacun. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. Et c'est ce que je retrouve aussi dans les enseignements du Kundalini Yoga, c'est qu'on a tous cette force de vie à l'intérieur de nous. Et que si on décide de s'y connecter, cette force de vie à laquelle nous connecte le chamanisme va nous auto-guérir, va nous reconnecter à notre puissance, va nous reconnecter à qui nous sommes vraiment au fond de nous, avec le soutien de nos lignées, avec le soutien des esprits de la nature, etc., etc. Parce que, en fait, ce que j'aime aussi dans le chamanisme, c'est que tout ce chemin-là, on ne le fait pas seul. Contrairement au développement personnel, on peut avoir un peu une vision très, très individualiste. Dans le chamanisme, on est ramené à l'intérieur d'une forme de communauté énergétique que sont les esprits de la nature, que sont nos lignées, que sont les enfants qui vont arriver dans nos lignées, etc., etc. On ne fait pas ce chemin seul. Clé numéro 11, comprendre que j'ai ma propre énergie d'auto-guérison et que je suis responsable de ce qui se passe dans mon corps. Donc ça, en fait, clairement, c'est une notion de souveraineté en termes de santé. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que pour moi, ça a été clairement mon chemin de ce dernier cycle, entre 29 et 36 ans. Il faut savoir que au moment, quelques semaines après mes 29 ans, j'ai expérimenté un burn-out très très fort. Quelques mois avant, j'avais décidé d'arrêter la pilule. Je m'étais séparée d'une relation amoureuse assez douloureuse. Et donc à ce moment-là, de par les dérèglements de la pilule, un niveau de stress très très avancé dans mon activité professionnelle en tant qu'avocate, mon corps a commencé à vraiment se dérégler. Plus le burn-out, j'ai pris une 20aine de kilos. J'ai été diagnostiquée quelques mois plus tard d'une hypothyroïdie, d'un syndrome des ovaires polykystiques. Et puis à ça s'est ajouté quelques mois plus tard un papillomavirus très agressif que les médecins voulaient opérer. Donc un papillomavirus, ça peut déboucher vers un cancer de l'utérus. Et quand j'ai eu ce diagnostic du cancer de l'utérus, ça a été un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'est-à-dire que ça faisait un an et demi que j'étais un peu en errance médicale, que les médecins me disaient que mon hypothyroïdie était apparemment pas assez grave pour être prise en charge et en même temps vraiment considérable pour affecter mon corps. Et au moment de ce diagnostic, en fait, j'ai senti un appel de la vie d'expérimenter ce que pouvait être un processus d'auto-guérison intérieure. Donc bien sûr, je me suis questionnée. Quel était le message de mon corps par rapport à tous ces maux qui étaient principalement d'ordre gynécologique, quelle hygiène de vie je pouvais mettre en place et sur quoi je pouvais m'appuyer pour activer l'énergie de guérison dans mon corps. Donc il faut savoir que le papillomavirus, c'est déjà un virus, hein. Donc en renforçant son immunité et avec une hygiène de vie soutenante en termes d'immunité, on peut s'en libérer et l'auto-guérir. Alors ça n'est pas du tout ici une invitation à le faire. Pour moi, c'est juste une décision que chacun prend avec plusieurs avis médicaux. Moi, j'avais un avis médical en ce sens et un avis médical qui m'invitait à m'opérer. Donc j'ai pris l'avis médical qui m'invitait à faire un processus plus naturel sans opération. Et ça a été un processus assez long pour moi, d'environ 1 an, où j'ai été à la racine à la fois physique, physiologique, donc booster mon immunité, mais surtout la racine émotionnelle, la racine énergétique et les racines transgénérationnelles de ces mots et de cette déconnexion de la féminité. Il faut savoir que bien sûr, ayant été avocate d'affaires, avec un rythme de vie extrêmement yang, j'avais clairement un message de me reconnecter à ma féminité, mais ça allait bien sûr au-delà, au plan du transgénérationnel, au plan des émotions, etc., etc. Donc pour moi, ça a été un process, bien sûr, qui a été couronné de succès, puisque 1 an après à peu près la mise en place de plusieurs protocoles, j'étais totalement guérie et j'avais plus aucune trace dans mon corps. Et aujourd'hui, j'estime que je suis totalement guérie, même de tous ces maux que je vous ai partagés, y compris du syndrome des ovaires polykystiques, que mon corps est revenu à quelque chose de complètement normal, uniquement avec des traitements naturels et avec en fait un processus de mise en conscience de ce qui était caché, donc un processus alchimique de révélation des ombres dans mon corps. Et ça m'amène à la clé numéro 12, choisir ma santé d'abord et faire toujours d'abord au naturel quand c'est possible.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, à travers ce process, je me suis rendu compte que quand on n'avait pas la santé, on n'avait rien, parce que j'étais extrêmement fatiguée. Ça a été extrêmement challengeant pour moi de voir à un moment que mon corps ne répondait plus. C'est ce qui se passe souvent après un burn-out. Et de voir que aussi la plupart de mes symptômes étaient complètement incompréhensibles pour les médecins. J'avais énormément d'inflammation dans le corps, énormément de douleurs, et le monde médical ne mettait pas d'éléments de compréhension sur ça. C'est en allant vers la naturopathie, en allant vers des méthodes d'accompagnement en santé naturelle que j'ai réussi à recevoir des clés en fait sur ce qui s'était passé dans mon corps, et donc à pouvoir mieux l'accompagner et mieux le comprendre. Et sur ce chemin, bien sûr, j'ai découvert des huiles essentielles d'une qualité incroyable, les huiles essentielles les plus pures au monde, les huiles essentielles d'Oterra. Et aujourd'hui, les produits de cette marque m'accompagnent. Récemment, ils ont sorti une nouvelle gamme de produits extraordinaires pour la vitalité à base de collagène. Et ça, c'est aussi en train de changer ma vie. J'utilise ce produit depuis 3 mois. Et j'ai perdu énormément de poids. J'ai une vitalité incroyable. J'ai une clarté mentale incroyable. Voilà, c'est en train vraiment de changer ma vie. Donc, si vous êtes intéressé par ces produits, je vais donner un atelier le 22 août prochain à 20h. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez aller plus loin. C'est vraiment un outil que je recommande à toutes les personnes qui souhaitent prendre soin de leur corps, parce que moi, c'est vraiment en train de changer ma vie et je sens que je retrouve l'énergie que j'avais quand j'avais 14 ans. Donc voilà, vraiment révolutionnaire. Et ça m'amène à la clé numéro 13, revenir au corps, encore et encore. Pourquoi revenir au corps? Parce que, en fait, tout ce chemin, notamment celui que j'ai vécu ces 7 dernières années, ça a été un chemin de revenir au corps. D'arrêter de croire, en fait, que même certains accompagnants de médecine naturelle savaient mieux que moi, et de revenir aux symptômes que mon corps m'envoyait. Comment je me sens? Comment est ma digestion après les repas? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je peux m'autoriser d'aller me coucher? Comment est mon rythme? Vraiment se reconnecter au corps, petit à petit se sentir en sécurité dans ce retour au corps, libérer le corps de tout ce qui le pesait, aussi de ses traumas, parce qu'en fait tout simplement ces symptômes, c'était des symptômes qui montraient que le corps avait vécu des traumas et qu'il avait besoin de libérer des émotions qui s'étaient quasiment cristallisées à un instant parce que le système nerveux n'était pas assez renforcé pour pouvoir accepter la charge traumatique à l'instant T. Donc revenir au corps et avoir une approche d'accompagnement du corps. C'est notamment pour ça que moi j'ai, dès le début de mes activités, accompagné avec le Kundalini Yoga, accompagné avec l'aromathérapie, parce que ce sont 2 outils extrêmement puissants pour soutenir le système nerveux et soutenir une forme de libération émotionnelle en douceur, qui est pour moi indispensable sur tout chemin de guérison et tout chemin de métamorphose en fait. Et ça m'amène à la clé numéro 14, être radicalement moi, avec toutes mes émotions, y compris quand je suis en colère. Alors ça, c'est un très très grand morceau. Je pense que je suis encore en process d'intégration de cette leçon de sagesse. S'autoriser à être radicalement soi, pourquoi ça a été un challenge pour moi? Parce que, comme beaucoup d'entre nous, on a pu être relativement traumatisés de certains événements qu'on a pu vivre enfant. Et on a développé une posture qui est le phoning. Donc vous pourrez aller voir, c'est un terme anglais, F-A-W-N-I-N-G, mais en gros, c'est une posture de people pleaser, donc une posture de suradaptation face aux personnes autour de nous. C'est une posture que le système nerveux prend face à un trauma, notamment quand on a des adultes qui peuvent être relativement défaillants, en fait, ou tout simplement pour se mettre en sécurité, on se suradapte à ce qu'il y a à l'extérieur de soi et on oublie de se demander qui on est, ce que l'on veut, et de pouvoir exprimer ça aux autres. Donc moi, je me suis rendu compte de ça quand un de mes coachs et thérapeutes m'a dit que probablement 70% de ma personnalité était une personnalité qui avait été construite dans cette dynamique de people pleasing, de suradaptation, et donc j'avais besoin de m'en libérer et de savoir qui j'étais en fait, qui j'étais derrière ces masques à 70% de suradaptation. Et ça a été à la fois un diagnostic assez violent, de me dire que en fait une très grande majorité de moi avait été construite pour me protéger des traumas et pour me suradapter à un environnement. Et en même temps, ça a été un magnifique challenge de me reconnecter à mon enfant intérieur, à tout ce que je voulais vraiment quand j'étais enfant, à qui j'étais vraiment, grâce au Kundalini Yoga, grâce à la thérapie, grâce au coaching, etc. Donc, être radicalement moi et accepter toutes mes émotions, parce que mes émotions sont mes meilleurs guides pour me signaler le chemin qui est juste pour moi, y compris quand je suis en colère, j'ai le droit de l'exprimer.
Et la colère est même là pour me montrer dans quels endroits de ma vie je suis désalignée. La clé numéro 15, apprendre à réduire mon anxiété. Alors, je suis née dans une famille où il y avait quand même relativement d'anxiété et je pense que j'ai un terrain relativement anxieux. Et dès l'adolescence, j'ai vécu des moments d'anxiété assez forts, notamment chez moi, ça se traduit beaucoup par des perturbations au niveau du sommeil. Donc, apprendre à réguler mon anxiété avec des pratiques de méditation, des pratiques de yoga, avec la thérapie des traumas, etc. Ça a été fondamental, ça l'est encore. Dans le fait de réduire l'anxiété, il y a aussi pour moi une bonne supplémentation. Donc, je fais très très attention depuis un an et demi à me supplémenter tous les jours, tout simplement pour que mon corps ait la chimie nécessaire pour avoir tout ce dont il a besoin, en fait, quelle que soit mon alimentation. Et voilà, je prends soin de ça. J'ai toujours les outils dont j'ai besoin pour réduire mon anxiété, notamment en termes d'huile essentielle, quand je sens que j'ai potentiellement le corps qui est très très réactif. Et puis sinon, je trouve qu'il y a l'outil de la nature qui est le plus simple, le plus gratuit, le plus merveilleux. Et donc, avoir la capacité de me prendre en main et d'amener dans la nature quand je sens que j'ai beaucoup d'anxiété, c'est aussi quelque chose qui est une grande ressource pour moi. Ça m'amène vers la clé numéro 16. Changer de regard sur la mort. Alors ça, ça a été un gros morceau qui est aussi un peu en lien avec les révélations spirituelles que j'ai pu avoir dans le cycle qui vient de se terminer. Et de voir que je peux me détacher du fait que, par exemple, certaines personnes autour de moi commencent leur passage, sont dans un processus de fin de vie, et que je suis là pour les accompagner, mais pas pour être frustrée du fait qu'elles vont partir. Ça, je trouve que c'est une posture qui est quand même extrêmement challengeante à avoir, par amour pour l'autre, de l'accompagner du mieux qu'on peut, sans se concentrer sur le challenge que c'est pour nous de perdre cette personne. Et changer son regard sur la mort, pour moi, c'est aussi me souvenir que au moment où la personne fera ce passage, qui est pour moi un des grands défis de toute âme sur Terre, elle sera soutenue par une énergie d'amour que l'on ne connaît pas encore sur Terre. Et elle vivra dans son corps, elle expérimentera un niveau d'amour tellement puissant que voilà, elle regrettera pas, elle regrettera pas d'être passée de l'autre côté, tout en étant en contact et en lien énergétique avec nous. Et c'est aussi ça qui, pour moi, est aujourd'hui une ressource, c'est que si je le souhaite, je sais que je peux être en lien énergétique avec les personnes qui sont passées de l'autre côté dans mon entourage. Et donc, il y a quelque chose qui est profondément rassuré en fait en moi du fait qu'il y a une vie après la mort et on peut, en tout cas je peux, dans des espaces sécurisés que je sais créer, entrer en contact avec ces personnes ou en tout cas dans l'énergie me sentir en lien avec eux. Donc ce que je partage ici, c'est vraiment pas... je vous partage juste mon expérience, mon point de vue, ce que je ressens, ce qui vibre pour moi. Vous prenez pas, vous n'êtes pas d'accord, vraiment, soutenez votre esprit critique, c'est le plus important pour moi. La clé numéro 17, c'est une clé très très importante que je me répète encore tous les jours, c'est oser demander de l'aide. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, moi, je ne serais pas qui je suis, je ne serais pas là derrière ce micro avec vous, derrière cette caméra, si j'avais pas osé demander de l'aide sur mon parcours, si j'avais pas osé me faire accompagner en individuel, par des thérapeutes, par des coachs, si j'avais pas osé demander de l'aide aussi à certains amis, à certains moments. C'est quelque chose qui était extrêmement difficile pour moi avant de recevoir de l'aide. Et aujourd'hui, je sens que c'est beaucoup plus facile de demander de l'aide, tout simplement parce qu'on est fait pour s'entraider, hein. On est des êtres humains, on est là sur Terre et on n'est pas du tout fait pour être des arbres seuls dans la forêt. Et souvent les gens sont très 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 heureux de nous aider. Et c'est quelque chose aussi dont je me souviens quand j'étais dans un processus de reconversion professionnelle. Je faisais des enquêtes métiers en fait, j'avais spoté 2-3 métiers qui m'intéressaient. Et j'avais contacté des personnes sur LinkedIn et je leur demandais si tout simplement je pouvais les appeler en fait. Et la plupart des gens m'ont dit oui et la plupart des gens ont pris beaucoup de temps en fait pour répondre à mes questions et ça m'a énormément touchée de me dire que l'être humain a naturellement envie d'aider et de soutenir les autres. Et donc oser demander de l'aide, c'est aussi permettre à quelqu'un de vous aider.
Ça m'amène aussi vers la clé numéro 18, qui a été bien sûr un de mes grands déclics en tant que personne qui s'est fait accompagner en coaching et en thérapie, c'est assumer mes talents. Auparavant, je crois que dans une posture d'avocate d'affaires, moi j'étais collaboratrice dans plusieurs cabinets. C'était pas forcément la meilleure posture pour moi pour révéler mes talents. J'avais déjà en fait une certaine fibre de lien à l'humain, une capacité à pouvoir recevoir les confidences des personnes, une capacité à réunir aussi, une capacité à amener de la joie aux gens, etc. Et donc assumer mes talents, assumer mon unicité, assumer que ce que je peux apporter au monde, ça a vraiment une valeur. Pour moi, ça a été life-changing, hein, et je le souhaite à tous, que ce soit dans un contexte entrepreneurial, dans un contexte associatif ou juste dans un contexte humain, dans votre famille, avec vos amis, juste reconnaître vos talents à vous, votre unicité, ce que vous apportez aux gens, c'est fondamental. Et moi, j'accompagne toujours mes clients à faire une démarche en conscience pour se rendre compte des talents qu'ils apportent à leurs proches, à leurs clients. Ça fait partie d'un des grands exercices dans The Shamanic Business Academy, c'est vraiment de prendre conscience de ça et de l'intégrer dans son cœur pour tout simplement accepter que qui on est a de la valeur. Voilà. Ça m'amène aussi donc vers la clé numéro 19, qui pour moi a été un énorme morceau, oser briller et prendre la parole en public. Alors c'est quelque chose qui peut-être résonnera pour certains, peut-être moins pour d'autres, mais pour moi, un de mes plus grands challenges, ça a été la prise de parole en public et me montrer visible sur les réseaux sociaux, me montrer visible dans le cadre de mon activité entrepreneuriale, parce que il y a une part de moi qui se sent très en sécurité dans l'anonymat. Et bien sûr, ça a été un challenge qui en réalité cachait des mémoires de traumatisme, des peurs de honte, d'humiliation, etc., le besoin de faire la paix avec l'image que j'avais de moi-même. Et donc, bien sûr, pour ça, je me suis fait accompagner. Et j'ai des grandes clés du coup aujourd'hui de compréhension des personnes que j'accompagne qui ont ces challenges-là, parce que je sais que derrière, c'est simplement du trauma et que c'est la guérison de ces traumas qui a besoin d'être mise en place pour qu'on trouve une sécurité dans le fait de se montrer visible et d'oser briller. C'est notamment grâce à ça que, par exemple, j'ai lancé mon podcast, que en mars dernier, j'ai lancé le sommet des entrepreneurs de cœur. C'est en passant des paliers dans le fait de me sentir en sécurité dans ma prise de parole en public. C'est en passant des paliers dans ma capacité à me faire accompagner aussi spécifiquement sur ces sujets-là. Donc, je le suis toujours. Mon but, c'est de continuer à avoir encore plus d'impact et de me sentir encore plus en sécurité dans la prise de parole en public. Parce que parmi mes souhaits, c'est donner des conférences, intervenir dans des festivals, intervenir dans des entreprises, etc., dans des grands espaces de conférences. Donc voilà, pour ça, j'ai besoin de me sentir de plus en plus à l'aise et d'être prête à accueillir l'immensité énergétique et vibratoire de ces événements. Alors, maintenant, la clé numéro 20, assumer ma responsabilité de partageuse et de créatrice de liens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, à nouveau, grâce au Human Design, je sais que j'ai le chiffre 4 dans mon profil, et que le chiffre 4, c'est le chiffre des personnes qui sont des networkers, pour qui toute forme d'abondance vient par le lien humain et le réseau, les amis d'amis, les contacts de contacts, etc., etc. Et assumer que, en fait, je suis aussi là pour mettre en lien les gens, pour créer une communauté, pour partager mes savoirs, pour partager mes expériences avec mon cis. Ça a été un vrai leitmotiv pour moi et une vraie direction dans ma vie entrepreneuriale, de me dire que c'était ça que je voulais. Je voulais créer une communauté de gens qui partagent mes valeurs et que je mets en lien pour qu'on soit un immense tissu de lumière et qu'on se soutienne tous ensemble au-delà de